bonjour à toutes et tous. Donc, avant de passer la parole à Bérénice qui va commencer à introduire le sujet et présenter notre cadrage scientifique, je voulais adresser mes remerciements les plus chaleureux au président de notre université, cher Eric, présidente de l'Université Lyon 2, chère Nathalie, madame l'adjointe, euh, mesdames les vice-présidentes chargées de mission, responsables de pôle de nos deux universités qui nous ont constamment soutenus dans le projet. Et je les en remercie. Vous témoignez par votre présence de l'intérêt de ce colloque, non seulement pour la thématique, bien sûr, de la lutte contre les violences sexistes et sexuelles à laquelle vous contribuez dans vos missions et dans vos institutions respectives, mais aussi, je crois, et vous l'avez dit tous les deux, pour la nécessité que la science soit ouverte aux enjeux de la société, ouverte à la société et aux enjeux, et qu'elle assume surtout une vision transformative. Je crois que c'est ce que nous avons tenté de faire avec Bérénice dans ce colloque. Je crois que c'est une vraie conviction. Toutes nos discussions nous ont ramené à ça. Le fait que, en tout cas pour moi juriste, la conviction que la règle de droit ne peut pas être isolée de la société, que le droit, les acteurs, nous sommes tous imprégnés par ces représentations sociales et culturelles qui nous façonnent toutes et tous. Et donc c'est en prenant les choses ensemble, à la fois les représentations et la manière dont elles s'instillent dans le droit et dans les pratiques, que l'on peut espérer faire changer les choses. Nos partenaires, et je voulais aussi prendre quelques instants pour les remercier, ils témoignent aussi de cette diversité d'horizons, puisque outre nos deux universités et nos laboratoires de recherche respectifs, donc pour Lyon 3, l'EDIEC, avec des remerciements ici spéciaux, sincères et un peu nostalgiques pour Véronique Gervasoni et puis Marie Brossard, qui, bien entendu, et comme à leur habitude, ont géré de main de maître et de manière incroyable les aspects matériels, pratiques du colloque. Merci beaucoup. Pour Lyon 2, passage 2021, donc l'équipe de recherche à laquelle est rattachée Bérénice, c'est Jérémy Philibert et Lola Thiard qui ont aussi contribué à la logistique. Le barreau de Lyon, l'école des avocats. D'ailleurs, s'il y a des avocats de la salle, n'oubliez pas d'émarger à un moment donné pour que ça puisse être pris en compte dans votre formation comme ça a été proposé. Le théâtre de la Croix-Rousse et le cinéma Le Saint-Denis qui nous accueilleront samedi puisqu'on délocalise, on va hors les murs de l'université pour reprendre la formule pour samedi continuer nos travaux. Même diversité dans le public que je remercie également, puisque nous avons, outre nos doctorants et nos étudiants, des avocats, des psychologues, des directrices d'ONG, des journalistes, des dessinatrices. Merci par votre diversité de témoigner de l'intérêt de cette thématique pour justement repenser l'image des violences sexuelles et contribuer à une meilleure prise en charge. Et je passe tout de suite la parole à Bérénice. Merci. Merci Gaëlle voilà, pour la co-organisation, parce que je pense que ce n'est pas un événement scientifique comme les autres, d'une part, comme ça a été dit, et aussi parce que c'est un événement scientifique dont l'organisation a été effectivement assez intense. Peut-être qu'un jour on fera un making-of du colloque, et je pense que ce sera assez drôle, et en même temps instructif. Donc je ne rajouterai pas aux remerciements pour toutes les personnes qui nous ont de fait activement soutenus financièrement, logistiquement, émotionnellement même parfois, et sans lesquels effectivement ce colloque ne pourrait pas voir le jour. Changer les représentations et repenser les prises en charge des violences sexistes et sexuelles. Pourquoi ? Parce qu'au mot viol est associée dans l'imaginaire collectif une scène bien identifiée, une image d'Épinal, oserais-je dire. Une femme, jeune et jolie, plutôt qu'envêtue, se fait agresser sauvagement au fond d'une ruelle sordide ou d'un parking mal éclairé par un inconnu, armé et dangereux, un fou, un marginal. Dans le cadre, sont représentés là deux acteurs individuels au rôle clairement établi, l'agresseur et la victime. Hors cadre, regardant la scène, du dehors et après coup, nous tous, des spectateurs horrifiés, ignorants au moment de l'acte, et de ce fait aussi impuissants qu'innocents. Ainsi donné à voir, le viol apparaît comme un crime atroce et étrange, ou plutôt étranger, commis par un individu lui-même étranger aux lois sociales. De là, la comparaison avec l'image d'Épinal qui peut a priori sembler déroutante et même peut-être un peu choquante. Les images d'Épinal, ce sont des représentations stéréotypées, simplistes, figées et naïves. Et c'est bien de cela qu'il est question ici, parce que si elle est repoussante, cette représentation de la scène des violences sexuelles est paradoxalement rassurante. Pourquoi ? Parce que
précisément, elle est figée et stéréotypée, et aussi parce qu'elle embellit la réalité, dans la mesure où elle cache une vérité qui est bien plus complexe et plus difficile à cerner, dans la mesure aussi où elle exonère la société de toute responsabilité. Elle permet ainsi de préserver ce sentiment d'innocence généralisée et n'implique aucune remise en question collective. Cela ne nous regarde pas. Or, cette image contredit les données statistiques dont on dispose sur les viols et plus largement les agressions sexuelles, selon les chiffres de l'enquête Virage et du ministère de l'Intérieur notamment. Près de 100 000 femmes majeures déclarent avoir été victimes de viols ou de tentatives de viol chaque année. Plus d'un demi-million de femmes déclarent avoir été victimes d'agressions sexuelles et on estime à 12% le nombre de femmes victimes de viols au cours de leur vie. Dans 90% des cas, les victimes connaissent l'agresseur. Une fois sur deux, il s'agit du conjoint ou de l'ex-conjoint. S'agissant des violences conjugales, violences physiques et ou sexuelles par conjoint ou ex-conjoint, on estime à près de 300 000 le nombre de victimes en France métropolitaine, dont 213 000 femmes, en moyenne annuelle. Ces chiffres sont de plus très probablement en dessous de la réalité du fait des mécanismes de honte et de peur qui induisent des sous-déclarations. Ça tient aussi au fait qu'à peu près la moitié des agressions sexuelles ont lieu avant la majorité des victimes. Près d'une femme sur 10 a fait l'objet de violences sexuelles avant l'âge de 18 ans, et dans 54% des cas, l'auteur était un membre de la famille, dans 15% un membre de l'entourage, et pour 13% une personne du voisinage. L'inceste constitue un phénomène aussi massif que difficile à voir. Un chiffre là aussi, en 2020, 6,7 millions de Français, soit 10% de la population, se sont déclarés victimes d'inceste. Ce chiffre est sans doute sous-estimé parce que le silence s'impose ici d'autant plus aux victimes, du fait des relations d'emprise, de loyauté familiale, mais aussi parce que parmi ces victimes d'inceste, un tiers sont des hommes, et qu'on sait qu'il est difficile, particulièrement pour les hommes, de se reconnaître comme victimes de violences sexuelles. Et ce chiffre doit aussi être mis en relation avec le fait que, dans 95% des cas, l'auteur de violences sexuelles est un homme. Si on met ces statistiques, toutes celles qu'a citées Bérénice, celles que je viens de citer, en regard de l'image stéréotypée du viol, on voit bien que ces statistiques décrivent une toute autre scène. Ils montrent que les violences sexuelles ne relèvent pas du fait divers, du fait hors norme. Au contraire, elles constituent un fait social ordinaire, banal. Elles sont inscrites au cœur de la vie quotidienne d'une large partie de la population. Et cela montre qu'on ne se représente pas la scène des violences sexuelles avec les images les plus réalistes, avec le scénario le plus réaliste, et que le visage de l'agresseur, lui aussi, est bien loin de son portrait robot. Pour reprendre les mots de la comédienne Adèle Haenel, les monstres n'existent pas. Ce sont nos pères, nos amis, nos conjoints, nos collègues, nos employeurs. L'entourage des victimes est aussi celui des agresseurs, et inversement, les agresseurs font partie de l'entourage des victimes, familiales, amicales, professionnelles. Ce sont souvent des personnes qu'elles aiment, en qui elles ont confiance, dont elles dépendent, voire qui ont autorité sur elles. De fait, les violences sexuelles s'inscrivent en grande partie dans le cadre des violences intrafamiliales, dont font partie les violences conjugales et l'inceste. Elles sévissent également dans diverses institutions qui sont au cœur de la vie sociale, l'école, l'église, le sport, la vie professionnelle. Et c'est ce qu'ont révélé les différents mouvements MeToo, et c'est ce qu'ils continuent de révéler. Les violences sexuelles s'inscrivent dans la sphère du proche. Ce décalage entre les acteurs imaginés et les acteurs réels de la scène des violences sexuelles induit aussi un problème dans la représentation de l'action. Le plus souvent, le viol ne ressemble pas à une agression barbare qui implique une forme de violence déchaînée. L'acte implique plutôt des formes d'emprise psychologique, des formes d'abus d'autorité, moins spectaculaires, mais à l'efficacité tout aussi redoutable, qui réduisent la victime au silence et à l'inaction par des effets de sidération ou d'intimidation. On pourrait donc parler d'une erreur de cadrage dans la façon de voir et de donner à voir la scène des violences sexuelles, selon la formule de la théoricienne critique américaine Nancy Fraser. Et cette erreur de cadrage n'est pas seulement théâtrale ou cinématographique, c'est aussi une erreur théorique. Et c'est à la fois la cause et la conséquence d'une série de torts politiques, je reprends là encore la formule de Nancy Fraser, une série de torts politiques qui sont faits aux victimes de violences sexuelles. Et parmi ces torts, il en est un décisif et incontournable, et auquel il faut faire face si l'on veut changer les choses, le patriarcat et les normes de socialisation des hommes qui valorisent un modèle de masculinité hégémonique et violent. C'est ce qui explique que les agresseurs soient quasi exclusivement des hommes. C'est ce qui explique que l'immense majorité des victimes soient des femmes, des personnes sexisées et des enfants. C'est aussi ce qui explique, par exemple, que les peines soient plus lourdes quand les victimes de viols sur mineurs sont des garçons que quand il s'agit de filles,
ou encore ce qui explique que les hommes victimes de violences sexuelles soient dans une certaine mesure revictimisés par les injonctions virilistes qui leur interdisent de façon quasi absolue de se dire victimes. Autrement dit, être victime de violences sexuelles semble être admis comme une expérience faisant partie intégrante de la condition féminine et comme une expérience qui fait sortir irrémédiablement la personne qui l'a subie de la masculinité valorisée. Or, ces stéréotypes, ces normes de genre, massivement naturalisées et invisibilisées, irriguent autant les représentations médiatiques et culturelles que les prises en charge institutionnelles des violences sexistes et sexuelles. Parmi les conséquences les plus lourdes, l'inadéquation des réponses institutionnelles. S'agissant des prises en charge judiciaires, on ne peut que constater l'impunité quasi généralisée des violences sexuelles et en particulier les plus graves. Quelques chiffres là encore. Seuls 12% des victimes de viol ou de tentatives de viol portent plainte en moyenne. Sur ces plaintes, 10% sont traitées comme telles. Et in fine, on estime à 1 à 2%, est-ce qu'on estime qu'à 1 à 2% de ces viols aboutit à une condamnation pour ce chef d'accusation. La déperdition se fait à différents stades. D'abord, la plupart des victimes hésitent à porter plainte. Par manque de souvenir des faits, par honte, par peur de l'agresseur, bien sûr, mais par peur aussi de la violence de la procédure judiciaire. Et là, les enquêtes sociologiques montrent bien que les victimes peuvent subir une revictimisation du fait, de la longueur et de la difficulté de la procédure judiciaire. L'autre problème, bien sûr, c'est celui de la preuve. Le droit pénal français définit le viol et les agressions sexuelles comme des actes commis sur la personne d'autrui par violence, contrainte, menace ou surprise. Or, bien sûr, il est souvent difficile de réunir des preuves matérielles de tels actes, surtout dans le cadre des violences intrafamiliales, où l'agresseur, bien souvent, n'a pas besoin de se livrer à de tels actes de violence, menace, contrainte ou surprise. Le corps et le cerveau des victimes constituent bien souvent les seules preuves, mais elles ne sont pas recevables, d'autant que lorsque la justice est saisie, lorsqu'elle l'est, c'est souvent après un laps de temps plus ou moins long. Les délais de prescription constituent également un autre point problématique du fait des effets de ce qu'on appelle la mémoire traumatique. On en parlera demain. Souvent, la victime met un temps très long, parfois des dizaines d'années, avant de se souvenir et donc de pouvoir parler. Enfin, dans le but de raccourcir des délais, un certain nombre de viols sont correctionnalisés, c'est-à-dire disqualifiés en agression sexuelle, ce qui explique aussi que le faible taux de condamnation du fait sur le chef d'accusation de viol. Cette erreur de cadrage, on l'a appelée comme ça, mais ça peut aussi être, en tout cas ça fait l'objet d'un véritable conflit dans le cadrage. On le voit bien dans les débats, dans l'ensemble des champs disciplinaires qui traitent de ces questions sur un plan théorique, et sur le plan pratique, on voit bien aussi ce conflit chez les différents acteurs des principales prises en charge, police, justice, institutions de soins. Ces débats portent non seulement sur la qualification des faits, mais aussi sur certaines notions qui constituent des outils qui permettent de voir ou de ne pas voir ces violences sexuelles, et ce que nous avons, nous, essayé de mettre au centre de ce colloque, au centre de nos réflexions. La notion de consentement, bien sûr, qui fera l'objet d'une table ronde demain soir, mais aussi les notions de zone grise, de prescription, la présomption d'innocence, la culture du viol, la culture de l'inceste, les féminicides, le male gaze ou la mémoire traumatique, entre autres. D'un côté, puisque je parle de conflit, d'un côté, on assiste à un refus massif de dire et de voir qui passe par différentes opérations. La première, c'est une déqualification des faits, avec des abus de langage en forme d'euphémisation. On parle de drague lourde au lieu de dire harcèlement. On parle de main baladeuse au lieu de parler d'agression sexuelle. On parle de crime passionnel au lieu de dire féminicide. Autre opération, c'est la justification aussi par le recours à des stéréotypes tels que les femmes aiment être forcées, elles ne savent pas ce qu'elles veulent. Lorsqu'une femme dit non, elle pense oui. Dernier sondage Ipsos qui date de 2022 sur les représentations françaises sur le viol. 20% des personnes en France pensent encore que lorsqu'une femme dit non, en fait, elle pense oui. Disqualification de la parole des victimes, enfin, qui vise à leur silenciation. De l'autre côté, différents types d'acteurs œuvrent à changer les regards sur les violences sexuelles et à repenser leur prise en charge. Des mouvements issus de la société civile, bien sûr, les témoignages collectifs, les MeToo, les prises de parole individuelles de personnalités publiques. Les institutions publiques et parapubliques mises en place témoignent aussi de cette volonté avec le Haut Conseil à l'égalité, le Comité féministe contre le vol, les commissions, la CIAZ, la Civis notamment. Leur travail vise avant tout à regarder en face cette scène des violences sexuelles et à lutter contre ce que Emmanuelle Piet, présidente du Comité français contre le viol, appelle la conspiration des oreilles bouchées.
Et ce conflit s'incarne aussi de façon très concrète, par exemple aujourd'hui au sein du ministère de la Justice, qui d'un côté mène indubitablement une action volontariste de lutte contre les violences sexistes et sexuelles, mais se trouve de l'autre dirigé par un ministre de la Justice qui a plaidé plusieurs fois au cours de sa carrière d'avocat la notion d'inceste consenti et qui a choisi par ailleurs pour diriger la commission sur les atteintes à la présomption d'innocence Elisabeth Guigou, un temps pressenti pour présider la Civise, commission de lutte contre les violences sexuelles faites aux enfants, avant d'être écartée et de devoir être écartée du fait de sa proximité assumée avec une personnalité publique accusée d'inceste, Olivier Duhamel. La lutte contre les violences sexuelles ne sera pas possible sans une modification à la fois des normes juridiques et des représentations sociales et culturelles qui les rendent acceptables, alors même qu'elles contreviennent aux principes d'égalité et de liberté sur lesquels repose notre société démocratique et républicaine. Elle ne sera pas possible non plus tant qu'il n'y aura pas une volonté politique au plus haut sommet de l'État. Sincère. Il s'agit donc de dézoomer, de recadrer et de requalifier la scène des violences sexuelles et d'élargir la notion de ses acteurs, pour la donner à voir comme une scène de la vie ordinaire, inscrite dans le continuum temporel et spatial des violences sexistes. Le présent colloque entend tout à la fois questionner les causes et les effets des erreurs de cadrage, entend aussi prendre position dans le conflit théorique et pratique qui les sous-tend, et il entend enfin prendre sa part dans le travail de recadrage en cours, en assumant un rapport transitif entre les savoirs académiques et l'impératif de transformation sociale. Pour ce faire, il faut aussi décadrer et interroger la pluralité des cadres possibles, raison pour laquelle ce colloque fera une large place aux perspectives comparatistes, tant sur le plan des normes juridiques que des prises en charge judiciaires et des représentations culturelles. D'où aussi l'interdisciplinarité assumée qui, on l'a déjà dit, à partir du droit et des études théâtrales, fait dialoguer histoire, sciences politiques, sociologie, littérature, psychologie, entre autres. D'où aussi le choix de faire dialoguer des chercheurs et des professionnels du traitement des violences sexistes et sexuelles. Tous ces choix s'ancrent dans la conviction que pour apprendre à les voir, à les écouter, à les dire et à les prendre en charge, il faut un travail sur les regards et un travail sur le langage. Un travail sur les regards. D'où regarde-t-on la scène? Où situe-t-on le point de vue? Où situe-t-on aussi l'empathie? Comment passer d'un regard qui invisibilise les violences et tend à réifier les corps des femmes et des personnes sexisées à des représentations sociales et culturelles qui valorisent, théoriquement mais aussi érotiquement, la liberté, l'égalité et la réciprocité du désir et du plaisir pour toutes les personnes? Un travail sur le langage aussi. Ce travail porte sur l'énonciation, sur la narration et sur le vocabulaire. Comment qualifie-t-on les faits? Comment raconter la scène des violences sexuelles? Où et quand la fait-on commencer? Où et quand la fait-on finir? Qui sont le je, le tu, le il, le nous et le vous de cette scène? Comment en nommer les protagonistes les mieux identifiés? Victimes, survivantes, plaignantes d'un côté, agresseurs, mis en cause, auteurs de violences. Je détaillerai uniquement ici ce dernier terme sur lequel on reviendra demain. Assumer l'octorialité de l'acte semble constituer une condition de la prévention de la récidive. Cela n'implique-t-il pas que cette prise de responsabilité soit aussi au cœur de la prise en charge thérapeutique? Au-delà du partage entre le champ lexical de la justice et le champ lexical du soin, le choix des mots révèle le degré d'articulation entre la réparation individuelle et la transformation collective. Et de ce point de vue, il y a un contraste assez frappant. Les victimes et les personnes qui les prennent en charge, groupes de parole, associations d'aide aux victimes, thérapeutes, tendent à politiser la question des violences sexuelles, à la considérer comme la conséquence de représentations sexistes et plus largement d'un ordre social patriarcal qui valorise les rapports de domination. En revanche, du côté des auteurs et des dispositifs de prise en charge thérapeutique et judiciaire, les modèles de masculinité, l'image des femmes, des rapports hommes-femmes, le rapport à la sexualité, le lien entre sexe et amour et exercice d'une domination sur l'autre sont rarement questionnés comme étant un des facteurs explicatifs du passage à l'acte. Sont plus volontiers mis en avant, sur le plan de la trajectoire psychique, le renversement victime-agresseur et l'impact des mécanismes d'identification à l'agresseur, qui de fait existent. Pourtant, s'il est exact que les auteurs de violences sexuelles ont eux-mêmes parfois été victimes, toutes les victimes ne deviennent pas des agresseurs et tous les agresseurs ne sont pas d'anciennes victimes. Ainsi, seul un tiers des incesteurs ont eux-mêmes été incestés. L'élargissement du cadre implique aussi de questionner la façon de nommer des personnages
trop souvent perçu comme absent de cette scène ou réduit à un rôle de spectateur. Trop souvent laissés dans l'ombre, voire hors champ, ils jouent pourtant aussi un rôle d'acteur, voire de protagoniste, au sens où ils peuvent faire basculer l'action, qu'ils permettent l'impunité des actes ou qu'ils tâchent de se tenir aux côtés des victimes et de les soutenir. Dès lors que l'on sort de cette image fausse du face-à-face interindividuel entre l'agresseur et la victime, comment nommer les acteurs de ces deux cercles d'alliance et d'empathie que l'on peut dessiner à partir de là, sous la forme d'un continuum depuis l'état de témoin ? Co-victime, victime vicariante, victime par ricochet, d'un côté, allié, et de l'autre, complice, plus ou moins passif, plus ou moins conscient. La pluralité des termes et la complexification du nuancier sémantique est indispensable dès lors qu'on considère que les prises en charge thérapeutiques et judiciaires ne peuvent être abouties que si elles sont articulées les unes aux autres, mais aussi que si elles sont pensées comme la réponse politique à un problème collectif qui implique l'ensemble des membres de la société. Parce que les violences sexuelles sont systémiques, que les viols et les incestes et les agressions sexuelles constituent des crimes de masse, comme l'a formulé le coprésident de la Civise, Édouard Durand, qui sera avec nous demain, leur prise en charge psychologique, judiciaire et politique ne peut en rester au plan interindividuel. La réponse doit être collective, aussi bien en amont qu'en aval des actes. Alors en amont, il s'agit d'inscrire la politique de prévention dans une politique d'éducation collective. En aval, la prise en charge tant des acteurs que des victimes ne peut pas se limiter à la réponse pénale, ni à l'échelle interindividuelle, comme on vient de le dire. D'ores et déjà, elle implique déjà d'autres disciplines du droit, droit du travail, droit civil, mais ces outils restent encore trop souvent désarticulés. Il en va de même de la nécessité d'articuler davantage le droit pénal et les tentatives de justice restaurative qui restent très limitées et surtout qui ne sont pas encore pensées à une échelle collective. On aura l'occasion d'en parler demain. J'en dis juste un mot parce que c'est l'un des points importants de notre journée de demain. La justice restaurative couvre un ensemble de pratiques qui permettent d'ouvrir un échange entre la victime et l'auteur sur le vécu de l'infraction, sur les attentes respectives des uns et des autres, et potentiellement sur des perspectives de reprise du lien. Elles peuvent avoir lieu en présententiel, c'est-à-dire avant la décision de justice, lorsque l'auteur a reconnu les faits, mais aussi en post-sententiel. Et puis, il y a des pistes intéressantes, certainement, lorsque les faits sont prescrits ou lorsque l'affaire est classée sans suite. Les expériences menées dans ce sens se sont révélées positives. Côté auteur, le fait d'assumer la responsabilité de l'acte semble avoir un impact en termes de prévention de la récidive. Côté victime, la restauration des capacités d'action et de parole permet d'éviter qu'elles soient réassignées à la place de spectatrices impuissantes et passives. Ça permet surtout aussi de répondre à une demande formulée par les victimes de ne plus être considérées comme telles, mais d'être considérées davantage comme des témoins d'un crime commis contre la société à travers elles. Au Canada, la justice restaurative est menée dans le cadre de cercles restauratifs plus larges qui incluent la famille, mais aussi les amis, les proches qui ont été impactés. Cela pose la question de l'échelle de la justice restaurative, de son éventuelle publicisation. Et on peut mentionner ici la récente initiative des congrégations religieuses qui ont créé une commission réparation et reconnaissance. L'appellation fait écho aux commissions vérité et réconciliation menées dans d'autres pays, dans des contextes post-conflit, à propos de crimes de masse. Et si l'on considère le caractère massif, systémique, collectif des violences sexuelles que l'on étudie pendant ces 3 jours, alors il faut certainement repenser le mode de réparation pour répondre également à l'échelle de la société tout entière. Et c'est pour ça que ce colloque s'appelle Repair et qu'il n'est pas l'aboutissement, mais le début d'une réflexion plus large que nous entendons mener afin d'envisager les pistes d'une justice plus réparatrice pour les victimes et pour les auteurs et surtout véritablement transformative pour la société. Merci de votre écoute.